pratiquement tous les écrivains que j'aime sont des écrivains étrangers. Et Andreï Kourkov, c'est coup de foudre. Et une anecdote, il y a 20 ans, je vais à Kiev et on me dit qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir un monument, une église? Et je dis, moi, je voudrais rencontrer Andreï Kourkov. Et les gens très sympathiques ont fait un petit dîner où je l'ai revu la première fois. J'en ai profité pour l'inviter à Aix très vite, mais son français n'était pas très fluide à l'époque. Et puis nous sommes rencontrés encore une fois, et aujourd'hui. Moi, je voudrais demander à Andreï Kourkov, comment vous présenteriez-vous? Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui ne vous ont pas lu et qui ne vous connaissent pas? D'abord, comme ça, faites une présentation. Bonjour. Vous pouvez vous inventer aussi. Je suis un écrivain de romancier ukrainien d'origine russe. J'écris en 3 langues. J'écris la fiction en russe, non-fiction en anglais, ukrainien et russe, les livres pour les enfants en ukrainien. Et j'ai recommencé à écrire la poésie en ukrainien. J'habite à Kiev avec ma famille. Ma famille est un peu pas typique parce que ma femme est une Anglaise d'origine d'Écosse d'Irlande qui était d'accord de se déménager de Londres à Kiev dans le temps soviétique pour vivre avec moi. C'était 1988. Oui, on a 3 enfants adultes qui sont tous à Kiev. Et je suis aussi, je suis un écrivain heureux dans un pays en état dramatique. J'écris déjà 3 journaux sur la vie quotidienne en Ukraine pendant la guerre. Je rêve du moment quand Ils sont publiés. Ces journaux sont publiés? 2 sont déjà publiés par Noir sur Blanc. C'est le journal d'une invasion et notre guerre quotidienne. Et le 3e livre va paraître en février prochain. Oui, très bien. Et quelle est votre formation? Avant d'écrire, vous n'avez pas toujours écrit depuis le début ou d'abord qu'est-ce que... D'abord j'écris. D'abord vous écrivez. J'ai commencé avant de lire. Avec la poésie à l'âge de 7 ans. Oui. J'ai passé à l'écriture, invention des blagues politiques sous influence de mon frère aîné, oui. Misha, à l'âge de 13 ans. Et après, j'ai passé des blagues au roman. Oui. Et je suis toujours là. Mais bien sûr, je fais des études dans une école musicale. Je joue piano. J'ai fait des études dans une école de traducteurs du japonais. Et j'ai aussi fait des études dans l'université pédagogique de langue étrangère où j'ai appris bon anglais et mauvais français. Parce qu'après ces études, je ne pouvais pas parler français. De quel milieu sortez-vous? Vos parents étaient des intellectuels, non, des musiciens? Non, c'était la classe moyenne soviétique. Mon père vient d'une famille de Cosaques des Don, oui. C'est Caucase du Nord. Et ma mère vient d'une famille du nord de la Russie, la région de Leningrad. Elle était une médecin. Oui. Ma grand-mère était aussi une chirurgienne. Oui. Et le père était pilote d'essai. Et grand-père était le directeur d'école. Ah, très bien, voilà, c'est parfait. Qui dans la salle a lu Le Pingouin? L'histoire des abeilles. Voilà. Dites-moi, vous commencez par des romans. Comment l'humour arrive dans les romans? Il arrive par les blagues, avec votre frère, cette espèce d'humour, qui a l'humour...
Je pense que la présence d'humour noir, plutôt, dans ma vie, c'est bien sûr grâce à mon frère. Et grâce à cette série de blagues que j'ai inventée pendant quelques années. En fait, on a participé dans un concours illégal de raconteurs de blagues en Crimée avec mon frère. C'était 1978-79. Et une fois, j'ai gagné 6 bouteilles de champagne soviétique pour mes blagues. mais vraiment, c'est parce que je trouvais toujours la vie soviétique très drôle, bizarre, avec beaucoup d'absurdité. Et je m'habituais à trouver tout de suite les situations pas logiques, les situations drôles, qui étaient une normalité soviétique. Et je pense que c'était aussi, comme les armes contre la réalité, c'est-à-dire moquer la réalité communiste. C'était une résistance pas très dangereuse. Avoir les livres interdits, c'était beaucoup plus dangereux que raconter les blagues. Et après, en 1991, l'Ukraine est devenue indépendante. Et j'étais ravi et j'étais triste à un moment parce que je pensais que maintenant, la vie en Ukraine va devenir stable, pas très intéressant, normal, civilisé comme en Allemagne. Et il n'y aura pas de raisons pour les blagues, pour l'humour, mais je me trompais. Oui, et je continue à écrire des choses sur la réalité post-soviétique, déjà avec le même regard. Et justement, un écrivain a dit que l'humour, c'était une façon de réarmer un lance-pierre pour aller plus profond encore dans la violence ou dans la dureté. Ça faisait passer... l'humour était un accès à la violence. Vos livres sont très noirs. Oui. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais il y a plus d'humour que de violence. Ah oui, mais quand même, ce que vous découvrez... Oui, non, pour moi, en fait, le sens d'humour, c'est comment on dit, c'est la preuve que tu peux résister à la réalité. C'est la défense psychologique. Parce que si tu perds le sens d'humour, tu perds l'énergie à se défendre. Tu deviens une victime de la réalité. Et il faut toujours tenir une distance entre vous et la réalité que vous n'acceptez pas. Donc, vous plongez dans un monde qui est complètement romanesque, puisqu'il y a l'absurde qui envahit le monde que vous décrivez. Oui. Donc, vous plongez dans ce monde-là. Alors, comment est-ce que vous passez du roman unique à une série romanesque? Avec l'âge. Non, en fait, avant le 24 février 2022, avant le début de la guerre en grande échelle, j'écrivais le 3e roman dans la série sur Kiev 1919, c'est-à-dire c'est une série de polars historiques. Pourquoi? Parce que quelques semaines après que j'ai fini Les Abeilles Grises, une de mes lectrices à Kiev m'a téléphoné pour dire qu'elle a un cadeau pour moi. Elle m'a ramené une boîte des archives des services secrets des bolcheviks, les Tchékas, avec des dossiers sur les histoires qui s'est passées en 1919 jusqu'à 1927. Et j'étais toujours amoureux de la littérature. J'écrivais aussi des romans sur l'histoire soviétique qui ne sont pas traduits en français, mais qui existent en allemand, en italien et en anglais. Et cette fois, j'ai lu ces romans, ces dossiers, et d'abord j'ai pensé qu'il faut tout de suite écrire un roman historique, mais après je m'ai arrêté parce que je pensais que les romans historiques avec si beaucoup d'informations ne trouveront pas de lecteurs à dehors d'Ukraine. Parce que c'est très étrange, c'est une histoire éloignée. Et
je pensais que peut-être c'est mieux, comme c'est les dossiers criminels, peut-être il faut faire une fusion, c'est-à-dire des polars historiques, avec des détails vrais des vies quotidiennes pendant cette période-là, pris des dossiers, mais avec des personnages inventés. Et, mais des héros qui passent de roman en roman aussi. Oui. En fait, le 24 février 2022, j'ai oublié que je suis un écrivain, parce qu'on était choqués. Nous sommes trouvés dans une situation très difficile parce que nous étions avec ma femme à Kiev, nous étions réveillés par les explosions, nos enfants avec ses amis étaient à Lviv, en Ukraine d'Ouest, tout le pays était bombardé, aussi Lviv, et on a pensé qu'est-ce qu'il faut faire, nous attendions encore un jour à Kiev et après on a décidé de partir par voiture chercher nos enfants. C'est-à-dire une aventure très longue a commencé, on était déplacés pour 4 mois, 2 mois nous étions réfugiés, après nous sommes retournés à Kiev, mais notre fils plus jeune, il avait 18 ans à ce moment, Antoine, il s'est rentré à Kiev tout de suite, il ne voulait pas rester à dehors de Kiev, il restait seul dans une ville contrôlée par les soldats, avec des feux d'artillerie partout, parce que l'armée russe essayait d'occuper les banlieues de Kiev. Et en fait, c'est aussi, j'adore cette histoire et je suis fier à cause de ça, parce que comme les chemins des rues étaient vides à Kiev, mon fils a décidé à conduire une voiture soviétique ancienne qui presque ne fonctionnait pas. Et il était arrêté chaque kilomètre par checkpoint, et après les soldats devaient pousser la voiture jusqu'à la prochaine. Comme ça, oui, c'est... Mais en tout cas, je ne pouvais pas écrire la fiction, je ne pouvais pas continuer le roman pour les prochaines 2 ans et demi. Et j'ai m'efforcé à finir le roman en 2024, en novembre. Et après, je pensais que je vais tout de suite commencer le 4e roman, et j'écris un chapitre du 4e roman, et je pensais maintenant que je reste avec cette série jusqu'à la fin de ma vie. Parce que c'est possibilité de se cacher de la réalité, mais tu te caches dans la même situation de guerre. Et c'était pas seulement la guerre civile à l'époque en Ukraine, parce que la guerre civile après la révolution d'octobre 1917, c'était que en Russie, où les Russes se battaient contre les Blancs. En Ukraine, il y avait 2 guerres et demie avec 7 armées engagées. Il y avait une guerre civile ukrainienne, une guerre civile russe. Il y avait l'armée allemande qui soutenait l'indépendance d'Ukraine, parce qu'à partir de l'été 1918, l'Ukraine est devenue un pays indépendant avec le chef du pays, Hetman Skoropadsky. Il y avait une armée polonaise, et bien sûr la plus grande armée des anarchistes du monde, créée par Nestor Makhno, qui, après cette guerre civile, était mort à Paris. Comment on entre dans la guerre? Comment on comprend? Est-ce que c'est du jour au lendemain? Est-ce qu'on la prévoit? Est-ce qu'on en a peur? Est-ce qu'on est hanté? Ou est-ce que finalement, la veille, c'était un jour comme un autre? Non, c'est la vie, je crois, de chaque Ukrainienne était changée le 24 février. Oui, du jour au lendemain. Oui, on a pensé que, moi personnellement, je pensais qu'on va avoir une escalation à Donbass. Je ne pensais pas que la guerre comme la Deuxième Guerre mondiale est possible aujourd'hui, avec bombardement des villes et des villages d'un pays de taille de France, parce qu'on a la même taille que la France, l'Ukraine. Et après,
ça dure jusqu'à le moment que tu acceptes que c'est la guerre, que c'est vraiment cette guerre, et tu penses qu'est-ce qu'il faut faire si tu as peur. Et je pense que la première réaction était la peur, bien sûr. La peur te pousse fuir, et après, quand tu es déjà en route, tu penses si tu veux fuir en Europe, à dehors d'Ukraine, où tu es OK de devenir déplacé, rester dans le pays, mais dans des régions plus éloignées de la ligne de front, et après tu essaies de recréer ou créer ta vie à nouveau. Et c'est pas facile, c'est très dur. Et bien sûr, aujourd'hui, on peut parler des centres Ukraine, parce qu'il y a Ukraine des réfugiés, c'est 7-8 millions de réfugiés ukrainiens qui vivent en France, en Allemagne, en Islande, à Japon. Oui, 5 000 réfugiés ukrainiens s'installer à Japon, en Australie, partout. Il y a Ukraine des déplacés, c'est 4 ou 5 000 des gens qui ont perdu les maisons, les appartements, les boulots, le travail, pour qui, je pense qu'ils sont peut-être les victimes de cette guerre plus touchées que les réfugiés, parce que l'État ukrainien n'a pas suffisamment d'argent pour les soutenir. Et après, si on parle avec ces gens, on comprend que les gens, ils pensent que s'ils ne peuvent pas survivre sur le territoire libre d'Ukraine, la seule route pour survivre, c'est retourner sur le territoire occupé et essayer de récupérer l'appartement ou la maison. Et ça, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, parce que les appartements, les maisons ici, ils ne sont pas détruits. Très souvent, ils sont déjà confisqués par l'administration russe d'occupation. Et ils sont passés aux officiers russes, aux Russes qui sont invités pour travailler sur le territoire occupé et tout ça. Et bien sûr, il y a aussi, on ne sait pas combien de gens qui restaient dès le début sur le territoire occupé. C'est encore une Ukraine, 1 million de soldats. Oui, et 18 millions d'Ukrainiens qui, comme nous, toujours habitent chez eux, qui peut-être ont perdu des membres des familles de la guerre, mais qui n'ont pas perdu les maisons, les appartements. Et bon, les soldats et le pouvoir, et Zelensky, qui sort d'une drôle d'histoire lui aussi. C'est une histoire. Oui, cet acteur qui joue un président et puis qui se retrouve chef de guerre. Je pense qu'il y aura un film après la guerre. J'espère qu'il aura un rôle. Je ne suis pas sûr. Et je ne pense pas que ce film sera une comédie. Vraiment, mais pour moi, c'est une histoire tragique. Dites-nous. Hein? Pourquoi? Parce que, oui, je préfère les politiciens professionnels. Oui. Ah oui? Oui, pas les amateurs. Oui. Pas les amateurs populistes. Oui. Qui aussi engagent dans la gouvernance du pays des professionnels, pas des amis et des collègues. Mais en tout cas, il est devenu un homme d'État, un politicien, le premier jour de la guerre. Mais avant, il avait 3 ans pour se préparer. Oui, je pense que oui. J'ai un tabou, c'est-à-dire j'essaie de ne critiquer pas les gens du gouvernement, parce qu'il faut que la société reste consolidée. Parce que il y a une ennemie, c'est la Russie de Poutine. Et si Zelensky n'avait pas été là? Oui, on ne sait pas. C'est une question sans réponse. Oui. Alors, donc, après...